vous propose maintenant d'écouter les soignants de l'hôpital Saint-Jean, le docteur Bourgeois, donc, qui est médecin, qui va nous parler des lois de bioéthique et puis qui nous parlera également des pratiques dans le service de médecine. Et nous aurons les témoignages également d'Angélique, qui est infirmière, et Valérie, aide-soignante. Merci. Merci. Donc voilà, après ce témoignage qui nous fait rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais qu'on prenne un tout petit peu de recul et qu'on puisse avoir un petit historique, de se rappeler comment les choses ont commencé pour ce qui est du soin palliatif. Bien sûr, l'accompagnement des mourants, ça date depuis le début du monde, mais il y a eu des choses qui se sont mises en place progressivement et c'est important qu'on puisse savoir d'où on vient, savoir où on va pour s'organiser, spécialement quand on travaille dans un système de santé qui doit s'organiser pour pouvoir n'oublier personne. Les soins palliatifs, ça a commencé officiellement un petit peu dans les années 50, en 1950, avec le docteur Cecily Saunders au Royaume-Uni, qui avait alors une approche caritative et qui avait regroupé les soignants bienveillants et dans vraiment une approche caritative et non pas encore du tout organisée. Il avait organisé ça avec le premier hôpital de soins palliatifs qui est né en 67 au Royaume-Uni. En 69, on connaît le nom de Elisabeth Kubler-Ross, une psychologue aux États-Unis qui avait vraiment voulu détacher le soin de l'approche uniquement caritative, mais vouloir l'organiser, la réfléchir et étant donné tout le cheminement psychologique qui se passe dans la fin de vie, avait voulu rapprocher ça de l'approche psychologique. Ça s'est ensuite beaucoup développé, surtout au Canada, et en 1975 est né le premier service de soins palliatifs avec ce nom de soins palliatifs et avec une chaire universitaire. Donc c'était vraiment le début de l'organisation officielle et de l'enseignement. En France, il a fallu attendre 1986. 36 ans après le début de l'organisation des soins palliatifs en Angleterre, on a enfin pu organiser la première unité de soins palliatifs en France. Et quelques années après, les soignants et les membres des associations, vous voyez qu'ici, on est réunis ce soir pour vous parler. Et ils se sont réunis dans les années, fin des années 80 pour enfin réussir à organiser la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui est née vraiment en 1990. Voilà pour l'historique. Bien sûr, ça continue. Il y a des plans de soins palliatifs, il y a des lois qui se font. Et je voulais continuer avec un apport législatif pour qu'on comprenne de quoi on parle et en quoi notre législation organise aussi notre travail. En 99, première loi parlant du droit à l'accès aux soins palliatifs pour tous, avec un début d'organisation au niveau du territoire. En 2002, la loi Kouchner, qui a donné les mots vraiment de dignité et qui parle de dignité jusqu'à la mort, de l'importance du soulagement, en particulier de la douleur, et du consentement du patient. C'est la loi qui a vraiment mis le patient au centre avec son information éclairée et son consentement. 2004, une loi qui est peu connue, mais qui donne le droit aux infirmières de faire, dans le cadre des soins palliatifs, des protocoles de soins pour vraiment personnaliser le soin pour chaque patient dans chacune des situations, parce que les soins palliatifs, la fin de vie, chacun le vit très différemment et on ne peut pas faire un protocole qu'on peut mettre en place pour tout le monde. Il faut vraiment du soin complètement personnalisé jusqu'à chaque minute de la journée peut vraiment être importante. En 2005, la loi Leonetti, première loi Leonetti, qui a beaucoup fait pour la culture du soin palliatif et beaucoup aidé les médecins qui étaient en difficulté dans le soulagement, qui avaient parfois peur de soulager leurs patients parce qu'ils avaient peur que, en voulant soulager, finalement les traitements, en particulier la morphine, puissent tuer leurs patients, en tout cas rapprocher la fin de vie, on peut dire, abréger la vie. Et c'était une grande crainte de la part des patients. Moi, j'étais étudiante à l'époque et les médecins étaient très mal à l'aise, certains, sur ce point-là. Et cette loi nous a permis de
d'être beaucoup plus serein dans le soin et de dire, voilà, du moment que je soulage et que c'est pour soulager, je vais pouvoir utiliser les outils qu'on a. Et les outils, on en a beaucoup en médecine, ça évolue. On a tout un panel pour soulager la douleur. Et il faut qu'on puisse les utiliser et qu'on puisse les utiliser sereinement. C'est la loi qui a parlé aussi de l'obstination déraisonnable. On parlait avant de l'acharnement thérapeutique. Moi, quand on me dit je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, je dis aux gens si, je vais m'acharner à ce que vous soyez confortable. Puis je vais m'acharner à faire attention à ne pas faire des soins déraisonnables. Mais dans mon soin, je serai acharnée. Mais par contre, je ne vais pas faire des choses déraisonnables et je vais toujours réévaluer et faire en fonction de là où vous en êtes pour effectivement ne pas m'obstiner. Mais par contre, je vais mettre tous mes efforts. Donc, j'estime que je m'acharne à vous traiter, à vous soigner, à vous rendre confortable, à vous accompagner. Voilà pourquoi on parle maintenant d'obstination déraisonnable et non plus d'acharnement thérapeutique. On parle du double effet, c'est ce que je vous ai dit à propos de la morphine en particulier. Il y a d'autres médicaments aussi, comme le midazolam, qui est là pour traiter l'anxiété et qui, si on le donne à trop forte dose, peut être létal. Donc, il faut savoir trouver la bonne dose, mais toujours en recherchant le confort du patient. Cette loi aussi nous a donné la possibilité et nous a aussi rendu plus sereins dans l'arrêt de la nutrition quand c'était les tout derniers jours. Il y a un moment où on peut jamais donner un pronostic très clair et très daté, mais il y a un moment où on voit que finalement la nutrition va apporter plus de complications que de confort et de nécessité vitale. Et dans ce cas-là, on va expliquer aux familles, on va expliquer aux patients, voilà, là, si je continue à vous donner de la nutrition par les veines ou par la bouche ou par une sonde, finalement, tout va passer dans vos poumons et vous allez étouffer. Donc, je vais arrêter. C'est pas parce que je veux vous faire mourir de faim, c'est parce que je veux que vous soyez confortable et je veux pas que vous mouriez asphyxié. Donc, ça nous a permis de faire ça. Ça nous a permis aussi, ça a permis aux patients de demander une personne de confiance. Ça, c'est un terme très important. Si vous avez été hospitalisé, vous avez entendu parler. Ça nous donne la possibilité de dire à quelqu'un, voilà, si je peux plus parler, si je peux plus m'exprimer, voilà ce que je souhaiterais. Et cette personne va être bien définie. Et comme ça, les médecins, les soignants, ils sauront à qui s'adresser. Et que cette personne-là, voilà, le patient en a toute confiance et si elle est trop dans l'émotion ou si elle ne peut plus s'exprimer, elle peut demander à ce qu'elle soit présente à ses côtés. Et si elle ne peut plus s'exprimer, on peut s'adresser à elle. Les directives anticipées, ça a commencé avec cette loi-là. Donc on peut écrire aussi ce qu'on voudrait si on ne pouvait plus s'exprimer. Alors il faut y faire très attention aux directives anticipées parce que c'est important de pouvoir s'exprimer avant de ne plus pouvoir le faire. Mais c'est important pour nous médecins, pour nous soignants, avant d'aller chercher l'écrit de la personne, de d'abord essayer d'aller parler avec elle. C'est pas parce qu'on a écrit quelque chose il y a quelques jours, il y a quelques mois, que dans la situation actuelle, on va avoir toujours la même idée. Donc c'est très important de parler à nos patients et voir si ces directives sont toujours toujours dans l'état actuel des choses, est-ce qu'elles seraient toujours les mêmes ? Donc pour reprendre cette loi Leonetti, la dernière chose, c'était que la décision, même si on consulte tous les proches, toute la famille, la décision finale revient au médecin d'arrêter un traitement ou de mettre en place un traitement. Cette idée était, alors ça fait reposer un peu beaucoup sur le médecin et seul, ça a été remis en cause par la loi d'après, mais en tout cas, ça a l'avantage de ne pas faire peser les décisions sur la famille. Et c'était là le but de cette loi et de dire que la décision finale revenait au médecin seul. C'était vraiment pour que chaque membre de la famille et de l'entourage, et même le patient lui-même, puisse dire librement ce qu'il craignait, ce qu'il souhaitait, pour que le médecin porte cette lourde responsabilité de la décision. Et que la personne et que sa famille puissent être plus sereins. En 2010, il y a eu une loi qui a mis en place les protocoles de décision d'arrêt de traitement pour que les choses puissent être bien notées dans le dossier, bien tracées. Ça n'a pas changé l'esprit des choses, mais la façon de le noter. En 2012, il y a eu le rapport SICAR qui a permis d'évaluer si la loi de 2005 était bien appliquée. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était difficile, qu'on n'était pas assez formé en tant que médecin, et donc on a mis en place des formations.
Et il a ouvert la voie sur la sédation terminale. Et la loi de 2016, la loi dont on discute beaucoup actuellement, elle a ouvert la voie à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. On en reparlera certainement. Avec une sédation qui, quand elle est mise en place, donne obligatoirement un arrêt de la nutrition, un arrêt de tous les traitements. Et on en reparlera certainement après. C'est là que moi je suis gênée parce qu'on arrête sans avoir ce discernement de ce qui est utile pour le confort ou pas. Et on ne met que la sédation dans le traitement du confort. Et voilà, c'est là que je trouve ça difficile et que le médecin n'ait plus cette liberté de discernement sur ce qui est nécessaire à son patient. Les directives deviennent contraignantes. Et en revanche, le changement d'esprit, c'est aussi que les décisions se prennent à plusieurs. Et ça, c'est important, mais il ne faut pas que ça pèse sur les familles. Certains mots, alors je vais juste les dire, et puis vous pourrez poser vos questions selon ce que vous comprenez ou ce que vous ne comprenez pas, mais c'est les mots importants de ces lois et de ce qui se passe actuellement. La vigilance et la conscience, dans la sédation, on fait une perte de vigilance qui ne va pas forcément jusqu'à la perte de conscience. Elle peut être discontinue ou continue. On parle de sédation en phase terminale ou sédation terminale, ce n'est pas la même chose. L'obstination déraisonnable, on en a parlé. La différence entre les soins curatifs et palliatifs. Avant, on faisait d'abord les soins curatifs, puis quand plus rien n'était possible, on passait aux soins palliatifs. C'est pour ça que les gens avaient si peur du mot soins palliatifs, parce que ça voulait dire que plus rien n'était possible. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est de l'accompagnement dès le début, à côté des soins curatifs. C'est vraiment pour le confort jusqu'au bout. Et puis le double effet, on en a parlé tout à l'heure. On peut avoir comme effet secondaire d'abréger un petit peu la vie si on est dans l'objectif de soulager la personne pour qu'elle soit soulagée jusqu'au bout. Et je voulais juste vous dire aussi 3 mots. Le temps, le sens et la relation. C'est les 3 choses qui me semblent importantes dans l'accompagnement du soin palliatif. C'est un temps qui nous est donné pour beaucoup de choses, pour la réconciliation familiale, pour, comme a dit Nathalie, pour vivre ce qui nous restait à vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut donner ce temps. Et pour que toutes ces belles choses se fassent à ce moment-là, il faut que la personne soit soulagée, mais il faut qu'elle soit consciente pour pouvoir vivre cet accompagnement et vivre tout ça dans cette relation avec les soignants, bien sûr, mais relation encore plus avec leur famille. Dans notre travail, et je pense que voilà, Angélique pourra en parler, et surtout, plusieurs choses aussi, anticiper, chercher, surveiller, discerner et réévaluer. C'est vraiment notre travail de tous les jours et je vais laisser Angélique vous parler plus justement de cette relation qu'on a avec nos patients et entre professionnels pour être au plus près du patient.